Donc, je n'ai pas besoin d'introduire Julie Jones, je crois, après toute cette journée chargée. Mais là, elle va faire sa propre conférence sur le modernisme et photographie entre Paris et le Bauhaus. Merci, Julie. Merci, Il. Donc moi, ça va être une intervention un peu, je dirais, de côté, qui parle vraiment plus précisément de Meuwner et effectivement de son lien avec le modernisme photographique, donc de ces années 30, pour essayer de comprendre comment il apparaît vraiment comme ce chaînon manquant dans l'histoire de la photographie, et comment l'étude notamment de ces livres photographiques en France et à Vilnius, donc tous les trois, on va voir, publiés au début des années 30, vont montrer à quel point donc, il va savoir, donc très jeune, il n'a même pas 30 ans, faire la synthèse finalement de toutes les avant-gardes photographiques de l'époque. Alors juste un mot un peu sur justement ce Meuwner, essayer de comprendre aussi sa redécouverte, on va dire, à la fin des années 60, tout au cours des années 70. Il a été redécouvert notamment il a été réintroduit dans l'histoire, on va dire, du modernisme photographique par Elbert Molderings, donc, qui va publier un article important donc, qui s'appelle donc, Qui est Vorobejczyk en 1987, et où il va revenir finalement sur le parcours de cet artiste grâce à de nombreux entretiens qu'il a réalisés avec lui donc, pendant les années 80. Et donc Elbert Molderings va être vraiment important pour donc la réinsertion, si je puis dire, de Meuwner dans cette histoire du modernisme. Et puis Meuwner, on l'a vu après dans les années 90, dans les grandes expositions sur le Bauhaus, notamment aussi en Allemagne. Donc c'est vrai que pendant assez longtemps, jusqu'aux années 2000, on a eu une vision finalement assez partielle de Meuwner, donc avec une analyse assez formaliste finalement, qui n'insistait pas forcément sur justement tout ce parcours, on va dire, social, culturel, donc, qui entoure Meuwner. Donc c'est aussi ça qu'on commence à essayer de faire aussi avec cette exposition et puis ce colloque, essayer de retracer un petit peu donc, ces géographies. Mais je pense que c'était néanmoins important de revenir un petit peu justement sur ce qu'on entend aussi par le modernisme de Meuwner et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il inscrit dans ce courant et qu'est-ce qu'il en distingue. Donc c'est particulièrement, je l'ai dit, à travers l'étude de ces livres photographiques que je vais revenir ici. Donc on va voir évidemment les influences de Meuwner. Donc je vous dis qu'un Meuwner très jeune qui se forme auprès de la crème entre guillemets. Mais qu'est-ce que ça veut dire de parler des influences d'un artiste aussi complexe, quasiment schizophrénique? J'en parlais avec Didier Schulman. Alors c'est compliqué parce que on l'a déjà dit, donc les archives de l'artiste sont assez riches, elles contiennent un certain nombre de documents, de correspondances. Il y a effectivement cette sorte de journal qu'il a écrit, donc pas édité, où il donne quand même quelques informations, mais il a finalement vraiment très peu écrit sur sa pratique. Il a donné quasiment aucun entretien. Alors on en trouve plusieurs donc les dernières années de sa vie, essentiellement en hébreu, dans des quotidiens israéliens, mais où il revient surtout sur sa pratique de peintre, où il parle quand même beaucoup de Vilnius, et il compare effectivement Vilnius à Safed. Mais il parle très très peu de cette période finalement qui fait aujourd'hui sa renommée, en tout cas en France, en Allemagne, aux États-Unis et dans, je dirais, les grands centres de la photographie moderniste. Et il a plusieurs fois clamé son indépendance. Je le cite, je crois que c'est dans les années 80, non, même avant, 64. Donc il dit je n'appartiens à aucun mouvement, à aucune école de pensée, et je ne suis influencé par personne. Donc évidemment, vous vous doutez bien que ce ne sera pas le cas, et en même temps, on voit, et vous commencez à le comprendre avec cette journée,
qu'effectivement Moïver se distingue véritablement par une individualité propre et extrêmement finalement indépendante par rapport effectivement à tous ces mouvements. Alors je vais commencer un petit retour. Alors bon, on a dit beaucoup de choses sur ce livre. Donc moi je vais l'étudier d'une manière encore différente, un peu plus décalée. Donc je vais revenir donc sur ce livre, donc ce quartier juif de Vilna, qu'il publie en 1931. Et donc comme on l'a vu, ce livre est vraiment emblématique aussi des tensions qui sont vécues par la communauté juive traditionnelle, qui fait face alors à des vagues d'émigration importantes, donc depuis le siècle précédent, donc aux États-Unis, mais aussi en Palestine. Et dans le contexte particulier des années 20, donc le sujet de la documentation photographique de ce livre présente en lui-même une perspective équivoque. Donc on l'a vu aussi notamment avec l'intervention d'Anne Bicard. C'est-à-dire, donc, pour certains juifs d'Europe occidentale et d'Europe de l'Est, donc l'Ostjunden, on l'a vu, cette expression allemande qui apparaît au début de la décennie, apparaît vraiment comme une figure positive de l'authenticité juive face au danger de la modernisation de la société, donc soit l'assimilation et la perte des traditions religieuses et culturelles. Alors pour d'autres, alors en particulier pour ceux qui commencent à immigrer à l'ouest, donc cet Ostjunden est souvent dépeint comme une personnalité finalement assez atavique, ignorante, enfermée dans ses manières d'être et dans ses traditions d'un passé largement ghettoisé. Et on voit que dans ces photographies, Moïver ne va privilégier ni l'une ni l'autre de ces visions. Alors pourquoi ? Alors on voit ça évidemment dans le traitement extrêmement donc moderne de ce sujet. Donc on l'a vu, alors on a beaucoup vu des doubles pages, mais finalement si on rentre vraiment dans la composition, donc on voit que Moïver va vraiment utiliser des perspectives radicales, donc des plongées, des contre-plongées. Il va recadrer plusieurs fois, il va utiliser donc des sortes d'effets comme ça, vous le voyez à gauche, de focus, un peu comme ça, de répétition sur des images qui va créer un effet de rythme. Il va parfois utiliser des photomontages aussi. Donc j'avance un peu, il y en a certaines qu'on n'a pas vues non plus. Il va aussi, alors on a parlé de l'enfant aussi, donc avec Arnaud Bicard, donc on voit il insère énormément de photographies d'enfants. Et donc on voit finalement que cet usage moderne sert une vision qui, certes, souligne l'autarcie et la pauvreté de cette communauté un peu hors du temps, finalement, mais elle met aussi l'accent surtout sur sa vitalité et sa coexistence impossible au sein du monde moderne. Et on l'a vu, la structure narrative de l'ouvrage, donc c'est vraiment recto verso, vous avez vraiment le recto, on va dire, donc soit en allemand, soit en anglais, et le verso, donc en yiddish ou en hébreu, va encourager une lecture très dynamique aussi de ce sujet. Et alors quand vous regardez ce livre, quand vous le feuilletez, vous voyez aussi qu'il y a une alternance extrêmement dynamique entre des vues d'architecture, des études de matière parfois, donc des portraits en gros plan, des répétitions, je l'ai vu, de motifs, des fragmentations de corps. Et donc les associations d'images présentées donc en vis-à-vis sur chaque double page, donc c'est vraiment important pour comprendre ce livre, de voir justement ces associations en double page, vont reposer tantôt sur des similitudes de sujets ou de motifs, et ou vont fonctionner sur des principes de répétition et de symétrie. Et donc les nombreux collages vont renforcer donc cette sensation de dynamisme. Et donc on compte, alors je vous l'ai dit, beaucoup d'études, on va dire, assez abstraites. On l'a vu aussi avec la communication de Carolina sur les Archarotes, ces études comme ça au grand plan, vous ne savez plus trop quel est le sujet finalement. Est-ce qu'il s'agit de montrer la rue dans laquelle vivent ces gens, ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'étudier la matière finalement abstraite de ce pavé, tellement il va rejouer après sur la page en face, sur une sorte d'extraction finalement de cette matière. Alors il faut rappeler, on l'a dit, mais que c'est vraiment, en fait il réalise ce livre
pendant qu'il étudie au Bauhaus, ou en tout cas juste après, de Dessau. En fait, Vorobeichik arrive au Bauhaus de Dessau en octobre 1927 et va y rester jusqu'au début de l'année 1929. Et donc on a, il dit il est cité par Maya, donc sa femme. Il explique donc un jour, alors que je visitais la bibliothèque de la synagogue Mendelssohn à Dessau, les images que j'avais laissées derrière moi dans la lointaine Vilna me sont revenues à l'esprit. L'image de l'élève penché sur son livre dans la vieille maison de prière, le vieil homme jouant de son violon dans la ruelle, l'enfant à ce jeu de marelle. Donc évidemment, donc là vous avez des cartes postales donc, envoyées depuis le Bauhaus donc à l'oncle d'Amérique de Moïver. Évidemment, le Bauhaus va influencer énormément Moïver à cette époque. Alors en deux mots, donc qu'est-ce que c'est que le Bauhaus à cette époque-là? Donc là, on n'est pas aux premières années du Bauhaus. Le Bauhaus est créé donc à Weimar en 1919 par Walter Gropius. Et donc la photographie, elle n'y est pas enseignée vraiment en tant que telle, enfin pas tout de suite, elle sera enseignée après, plutôt vers la fin, à partir de 1929. Mais la photographie, elle est là partout dès le début, c'est-à-dire pour documenter essentiellement les réalisations des maîtres du Bauhaus, donc les professeurs ou des élèves. Donc cette pratique, on va dire, quotidienne de la photographie, assez amateur finalement, elle est vraiment renforcée donc, à partir de 1928, enfin 25-28. Alors Molinage, qui sera le grand catalyseur, on va dire, des pratiques photographiques, arrive au Bauhaus en 1923. L'invention, on va dire la mise sur le marché du Leica, donc ce petit appareil très maniable, c'est 1925. Joseph Albers, qui va être un des grands maîtres aussi du Bauhaus et un grand maître pour Moïver, commence à photographier en 1928. Donc on voit que là, on a une chronologie qui est extrêmement resserrée sur l'utilisation de la photographie, mais pas du tout dans un usage, on va dire, professionnel. Ce n'est pas de la photographie de studio, on n'essaye pas il n'y a pas d'exercice photographique, il y a quelque chose d'extrêmement, on va dire, libre, finalement, dans l'usage de la photographie. Bon, là, c'est des réalisations que fait Moïver donc pendant cette période du Bauhaus. On voit clairement l'influence de Kandinsky, qui est aussi un de ses professeurs, qui passe par évidemment toutes sortes d'influences. Et donc, pour revenir à Molinage, donc Laszlo Molinage est très souvent cité comme une influence importante de Moïver. Alors effectivement, Molinage, encore deux mots. Donc c'est vraiment un de ces maîtres de ce qu'on appelle la nouvelle vision photographique. Donc un des grands théoriciens de cette nouvelle manière de faire de la photographie au début du XXe siècle. Et qui va vraiment finalement détacher, je dirais jusqu'à cette date, ce qui prévalait le plus dans les pratiques photographiques un peu éclairées était ce qu'on appelait le pictorialisme, c'est-à-dire une sorte de pratique de la photographie très annexée sur la pratique picturale, tant au niveau des sujets que de l'esthétique. Et donc tous ces nouveaux photographes, tels qu'on va les appeler, vont être vraiment extrêmement marqués, on en a parlé tout à l'heure, par le constructivisme russe aussi, qui vont notamment penser à Rodchenko par exemple, qui vont vraiment essayer de tirer la photographie vers une nouvelle pratique qui soit beaucoup plus apte à parler de la vie contemporaine, donc dans ce début du XXe siècle. Donc une vie qui est en effervescence, avec des stimulations dans tous les sens. Et donc Molinage, dans ce livre notamment, mais bon, il va écrire à plein d'autres occasions, mais donc c'est un livre important, donc peinture, photographie, film, donc il publie aux éditions du Bauhaus au milieu des années 20. Dans ce livre, il va vraiment théoriser cette nouvelle photographie. Donc, comme je vous l'ai dit, comme on l'avait vu avec Moïver, vraiment les points de vue radicaux, donc les vues d'en haut, les vues d'en bas, même les vues ratées, donc le flou, l'usage du flou, mais aussi le photogramme, c'est-à-dire cette photographie réalisée sans appareil, qui va être réalisée un petit peu par Moïver, mais pas tant que ça. L'étude des reflets, l'abstraction, enfin tout. En fait, si vous voulez, il n'y a pas de limite à l'expérimentation. C'est vraiment ça que Molinage essaye de transmettre.
et va commencer à enseigner de façon un peu informelle au sein du Bauhaus. À l'époque, alors quand Meuwner est au Bauhaus, Molinage est responsable avec Albers du cours, de ce qu'on appelle le cours préparatoire. Donc c'est vraiment, vraiment ce cours vraiment important qui prépare, comme son nom l'indique, les étudiants à ensuite se diriger vers les ateliers de spécialisation. Et donc au sein de ce cours préparatoire on utilise aussi la photographie. Alors il y avait une pratique qui était très courante au sein du Bauhaus, c'était de s'échanger ces photographies. Comme je vous l'ai dit, cette pratique de la photographie, elle était très décomplexée. Ça servait on se faisait des cadeaux entre maîtres, étudiants, des cadeaux photographiques. Alors cette image-là de Molinage, qui est pas du tout connue dans la production de Molinage, elle a été retrouvée dans les archives de Meuwner. Elle a longtemps appartenu à Meuwner. Elle a été donnée donc à Meuwner par Molinage. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, Molinage, on le connaît surtout pour effectivement ses vues un peu en contre-plongée, ses études abstraites. Et là, on voit que l'image que va donner Molinage à Meuwner est une image donc, de cet homme qui est en fait le gardien de la Tour Eiffel, c'est le titre. Voilà. Et on voit finalement aussi toute la correspondance que peut faire finalement Meuwner sur cette association entre la figure humaine et son inscription dans son monde, on va dire, de vie. Donc le contexte dans lequel baigne Meuwner quand il est au Bauhaus, c'est aussi celui des grandes expositions photographiques modernes, comme notamment donc, Photo aux jeunes, donc 1929, édité par Franz Roh, donc qui aurait été l'éditeur de Ci-Contre, des grands projets de Meuwner. Donc là, je vous mets juste quelques exemples de double page. Alors, ce n'est pas pour minimiser l'importance ou l'originalité de Meuwner, c'est juste que vous compreniez à quel point donc, Meuwner est certes donc, un innovateur dans ses formes, mais il s'inscrit véritablement dans un courant. Et justement, c'est intéressant de voir ça et de voir comment il va appliquer finalement cette esthétique en Pologne, quand il va photographier ses Archaroth, et puis plus tard en Palestine. Donc, qu'est-ce que devient finalement ce style moderniste? Donc, autre publication typique de l'époque, donc celle de Molinage, encore éditée par Franz Roh en 1930, où là où vous voyez aussi la pratique du collage, ou encore Anne Biermann, qui est cette photographe allemande, également publiée donc, dans la collection de Franz Roh, qui s'intéressera à Meuwner. Alors, on a souvent parlé de Molinage donc pour comme influence de Meuwner, mais je pense que c'est vraiment Joseph Albers, donc, qui est aussi donc, ce deuxième grand professeur qu'il a au Bauhaus, qui va véritablement influencer profondément Meuwner. Donc Albers, dans son cours préparatoire, va vraiment insister sur l'étude des matières, des textures, de l'épiderme, des relations d'opposition ou de similitude, en tout cas de dialogue, visuellement ou au niveau du sujet des formes. Donc là, je vous montre des exemples en fait de planches. Alors c'est des planches A3 que Joseph Albers réalise à partir d'images qu'il prend entre 1928, quand il commence à photographier, et probablement jusqu'en 1932. Donc Albers fuit l'Allemagne en 1933 pour s'installer aux États-Unis. Et donc, à sa mort, en fait, on découvre 70 photocollages comme ça cartonnés, donc réalisés, alors partiellement datés, donc entre 1928, je vous dis, jusqu'à 1932, 1933. Donc, à notre connaissance, alors quand je dis notre, c'est pas seulement la mienne, c'est ceux qui ont étudié donc, ces photocollages d'Albers. Il n'a jamais exposé ces photocollages, mais il y a de grandes chances pour qu'ils aient été réalisés pendant ces années au Bauhaus. Donc on ne sait pas donc, si ces photocollages ont été vraiment réalisés avant que Meuwner se mette à faire tous ses livres, ou plutôt après. Donc je pense que c'est pas là... la question n'est pas d'établir, on va dire, une hiérarchie ou une chronologie qui a fait quoi en premier. Vous voyez évidemment le rapport entre ce que va faire Meuwner et ce que fait là Albers. Ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment, encore une fois, c'est ce dialogue, cette sorte d'esprit commun, je dirais, de l'époque,
à s'intéresser à quoi finalement? À s'intéresser à une forme d'image intime, parce que là ce qu'on retrouve dans ces photocollages-là et le travail de Moïvert, il y a ce rapport à l'intime, hein, ce rapport. Alors ce que Albers va photographier, les personnes qu'il va photographier sont essentiellement des amis, des proches, des élèves du Bauhaus, mais on voit qu'il y a ce rapport quasiment oui, intime dont avait parlé aussi Arnaud Bicard, que Moïvert entretient finalement à cette communauté juive à Vilnius qu'on retrouve clairement ici. Il y a ce travail, évidemment, on voit sur la fragmentation, la répétition des motifs, et sur un côté quasiment artisanal. Donc ça, c'était vraiment essentiel au Bauhaus, hein, c'était vraiment cette alliance entre l'industrie et l'artisanat. Et là, finalement, on voit qu'il y a quasiment, on va dire, la touche d'un album de famille, qu'on retrouve aussi dans les photos le livre sur Vilnius. Il y a ce découpage peut-être un peu grossier, hein, vraiment on voit la marque des ciseaux. Alors, en revanche, une grande différence, c'est que Albers fera toujours ses collages, comme vous le voyez, de façon extrêmement rectiligne. Hein. C'est que vraiment des rectangles ou des carrés. Et comme vous l'avez vu, donc Moïvert, lui, n'hésitera pas à détourer vraiment les figures, à faire des arrondis, et donc à chercher encore son dynamisme encore ailleurs. Mais on voit, et ça on le verra aussi après dans Paris ou dans Six Contre, qu'on a vraiment une similitude aussi dans les intérêts sur les sujets. Donc il y a aussi les mannequins qu'on va retrouver beaucoup, hein, chez Moïvert, alors pas dans Vilnius, mais après pour son ouvrage sur Paris et Six Contre, l'étude des matières et l'étude de l'environnement, on va dire, construit. Alors, ce qui fait Alors, juste un mot, si on retourne vraiment très rapidement sur l'ouvrage de Vilnius. Maintenant que vous avez ces images en tête. Alors, deux mots. Bon, là, je vais raccourcir un peu parce qu'on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que ce livre-là va vraiment témoigner. Alors, qu'est-ce qui fait sa singularité? C'est que, vous l'avez vu là dans les photocollages d'Albers, on est dans un langage de la modernité. Ce qui choque, je dirais, avec Moïvert, c'est que là, il va prendre un sujet ultra classique, traditionnel, et il va en faire un traitement ultra moderne. Et en fait, ça c'est complètement, on va dire, exceptionnel, je dirais, dans le traitement, hein, de ce juif traditionnel d'Europe de l'Est, d'oser finalement traiter ce sujet de façon aussi moderne. C'est une façon complètement finalement de sortir d'une forme de voyeurisme ethnographique et de montrer sa proximité au sujet. Alors on parlait des différences avec Vichniac. Alors effectivement, Moïvert n'habite pas dans ce quartier juif en particulier, mais fait clairement partie, hein, d'une communauté beaucoup plus aisée. Mais néanmoins, donc, il parle la langue des gens qu'il est en train de photographier. Il connaît leur religion. Il partage, hein, clairement cette intimité. Et donc la même année, en 1931, il va aussi donc publier un ouvrage qui fera sa renommée, qui est cet ouvrage, donc Paris, 80 photographies de Moïvert. Donc là aussi, donc on est complètement, on va dire, dans l'air du temps. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de tout. Donc on voit ces livres dans l'exposition. Donc Paris, début des 1930, c'est vraiment la capitale, je dirais, de la photographie européenne, où énormément d'émigrés vont habiter. Alors pourquoi c'est si intéressant que ça pour ces nouveaux photographes? C'est parce que vous avez à cette époque-là, on va dire, une véritable effervescence du magazine illustré de photographie. Donc vous avez aussi l'émergence, hein, de tous ces nouveaux magazines illustrés, vous avez le développement des grandes agences de photographie. Donc évidemment, ce sont des nouveaux métiers. Donc il y a beaucoup de ces nouveaux photographes. Par ailleurs, donc, beaucoup de femmes photographes qui vont aussi émigrer à Paris. Et qui vont commencer donc à
à pratiquer cette nouvelle photographie grâce notamment à ce Leica. Donc ce Leica qui permet d'être extrêmement mobile, qui permet d'aller dans les hauteurs. On n'a plus ce gros trépied à trimballer partout. Donc c'est extrêmement maniable, c'est extrêmement léger. Et Paris va représenter donc véritablement une source, on va dire, de fascination à plusieurs titres. Donc, en tant que ville, évidemment, on s'intéresse aux nouvelles architectures. On s'intéresse aussi à Paris, à la ville en tant que, évidemment, sujet social, sujet ouvrier. On s'intéresse aussi à un Paris surréaliste. Les surréalismes, le manifeste du surréalisme, c'est 1924. Paris tient une place énorme, évidemment, au sein du mouvement en tant que motif. Et Moëvert, finalement, le Paris de Moëvert, donc là, vous en voyez quelques exemples là, de double page, va vraiment représenter finalement la synthèse de tout ça. Parce que, alors, on voit alors, tout l'agencement de ces photomontages sont faits par Moëvert lui-même. Et là, vous voyez comment on n'est plus dans la même esthétique que le livre sur Vilnius. Là, on est vraiment dans une sorte de profusion visuelle. Alors, pour faire ces photomontages, en fait, Moëvert va pratiquer ce qu'on appelle en anglais le sandwich négatif, enfin le sandwich de négatif en français. Donc, en fait, c'est dans l'agrandisseur, au lieu de mettre un seul négatif et de projeter l'image sur le tirage, en fait, vous en mettez jusqu'à 5 en ce qui concerne Moëvert. Et donc, il y a un jeu de transparence qui va se réaliser et qui va s'imprimer sur le tirage. Donc, grâce à ça, plus avec cette répétition, encore une fois, de mêmes images qu'on avait aussi dans Vilnius, vous voyez comment il va créer aussi toute une sorte d'esthétique. On a quasiment l'impression d'être devant un film, finalement. On pense aussi à l'époque au film de Dziga Vertov ou d'Eisenstein. On est vraiment pris dans une sorte de flow visuel. Et quand vous regardez, en fait, il y a plusieurs sections. Alors, je vous renvoie là sur les analyses de Paris en particulier, aux analyses de Sandra Catini ou encore de Philippe Alain Michaud, qui ont fait de très belles études assez novatrices sur Paris. Et Philippe Alain Michaud, qui notamment propose une lecture talmudique de Paris. Donc c'est un article vraiment intéressant que je vous conseille donc, au cahier du Musée national d'art moderne. Donc on voit là qu'il y a à la fois, vous voyez, cette sorte d'esthétique surréaliste, mais aussi donc, cette esthétique de la nouvelle vision du Bauhaus. Et donc bon, ce livre est publié aux éditions de Jeanne Walter, donc, qui est une proche de Le Corbusier, de tout le monde de l'architecture moderne à Paris à cette époque-là. Il va avoir un succès assez important. Donc galvanisé par le succès de ce livre, en 3 mois, Moëvert va réaliser une autre maquette de livre, donc, qui va s'appeler Six Contres. Donc c'est cette fameuse maquette qui a été acquise par le musée donc récemment, le MNAM, il y a 3 ans maintenant. Donc maquette publiée à titre posthume en 2008. Où là, on voit encore plus l'influence finalement d'Albers. On retrouve l'influence d'Albers dans une sorte d'étude beaucoup plus, je dirais, sage. Donc il y a beaucoup moins de photomontage. Là, il s'agit vraiment, comme le nom l'indique, Six Contres, de jouer sur une sorte de dialogue entre les matières, entre les épidermes. Donc c'est quasiment une sorte je dirais, de magnifique diplôme de fin d'études assez génial, je dirais, par cet artiste qui, comme j'ai dit, est vraiment extrêmement jeune, encore à l'époque. Et donc Moëvert, pensant cette maquette perdue, une fois arrivé en Palestine, va refaire au début des années 40, de mémoire, une sorte de deuxième version de Six Contres, donc il appelle Six Contres également. Donc là, il va travailler à partir des négatifs qu'il a emportés donc avec lui en Palestine. Là, ce que vous voyez, c'est montré dans l'exposition, c'est vraiment petit. C'est une maquette comme ça sur papier cristal, sur lequel il a posé des petits contacts. Alors c'est extrêmement intéressant parce que contrairement à
la ci-contre qu'il avait bien terminée, là, vous voyez toutes ces annotations. Donc, et vous voyez, alors on parlait des traductions, de voilà, l'usage de l'hébreu, de l'allemand. Donc là, dans cette maquette-là, il va tout mélanger. Il va mélanger l'allemand, l'anglais, mais aussi l'hébreu. Et donc ça donne véritablement des indications sur sa manière de penser. Hein. Donc là, par exemple, là, vous avez l'ordre et le chaos. Donc c'est évidemment des sortes d'applications directes de tous ces cours hein, du Bauhaus. Et la grande différence là par rapport à la ci-contre faite en 31, c'est que vous voyez là une attention accrue à la figure humaine. Donc le ci-contre de 31 est assez froid finalement. Il y a beaucoup plus une attention aux textures. Et là, donc après la Seconde Guerre mondiale, hein, là on est vraiment entre 40 et 40... Enfin, non, je dirais, parce qu'en fait, on a du mal à dater, parce que lui-même, Meuwner a donné plusieurs dates. Donc il a dit dans les années 40. Mais en tout cas, c'est clairement après donc son exil hein, en Palestine. Et on voit comment il va réinsérer vraiment la question de la figure humaine de façon beaucoup plus directe. Et donc toute cette esthétique aussi du modernisme, et bon ça je vais pas en parler, je laisserai Rona Sela enchaîner là-dessus. Évidemment, il va reprendre cette esthétique, on l'a vu aussi en Palestine, mais d'une manière extrêmement différente. Donc là, il ne s'agit pas d'une erreur de ma part. Le sens de lecture est vraiment indiqué tel quel hein, par Meuwner. Donc il s'agit d'un photocollage qu'il réalise suite à son premier voyage en Palestine en 1932. Donc vous voyez ce photocollage dans l'exposition. Donc c'est un tout petit photocollage comme ça. Et ce qui est intéressant justement, c'est que ce sens de lecture soit inversé. C'est quelque chose que fait Meuwner très souvent. Aussi avec des journaux en France, quand il prend des photos, il va l'imprimer de telle manière à ce que finalement on ne lise plus, ou on soit obligé de déchiffrer l'image différemment, où l'écriture devient finalement une sorte de motif formel. Et je vais m'arrêter là. Alors non, juste, je fais une toute petite conclusion sur ce photomontage-là, surtout parce qu'on a parlé de la femme beaucoup. Juste là-dessus, parce que je parlais du photocollage, donc ça c'est aussi une des œuvres que vous pouvez voir dans l'exposition. Ce que vous ne pouvez pas voir dans l'exposition, c'est le verso de cette image. Donc là je vous le montre ici. Donc là vous voyez aussi comment Vorobeichik, Meuwner va travailler. Donc là c'est réalisé à partir de 8 négatifs différents. Donc vous voyez comment, alors pour éviter en fait justement ce qu'il avait fait dans le livre sur Vilna où on voyait vraiment la trace des ciseaux, là il va vraiment déchirer chaque tirage pour jouer avec cette matière fibreuse et faire correspondre davantage en fait les morceaux. Et voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions en attendant la présentation de Rona Sela dans la salle? Oui. Connaît-on le parcours de la... Attendez. Comme les questions sont enregistrées, toute la conférence est enregistrée. On va attendre le micro. Merci. Connaît-on le parcours de la maquette, puisque vous dites qu'elle a été perdue, oui. Et puis que le musée l'a achetée, mais elle a réapparu avant 2008, puisque ça a été... Donc quel est le parcours? Est-ce qu'on connaît le parcours? Oui, en fait, il a envoyé cette maquette de livre à Franz Roh, donc l'éditeur allemand dont j'ai parlé, en fait sur les conseils de Molinage, donc c'était l'éditeur de Molinage. Donc il l'a envoyé à Berlin. En 1931, Franz Roh voulait publier ce livre hein, dans sa collection Photothèque. Je dirais que ce n'était pas le bon moment. Et malheureusement, donc, la maison d'édition avait des soucis financiers donc, depuis 1929. Et en fait, Meuwner est parti en... C'est moi ? Ah non.
et est parti en 1934 en Palestine. Et donc en fait, il est parti en pensant finalement cette maquette perdue. Franz Roh donc a arrêté ses activités d'éditeur. Et en fait, la maquette a été redécouverte à la mort de Franz Roh. Donc, deux collectionneurs allemands, donc Anne et Jürgen Wilde, ont acheté le fonds Franz Roh. Et en fait, dans ce fonds, ils ont trouvé la maquette. Donc, mais cette maquette qui était signée Meuwer avec un W. Et donc, en fait, ils ont fait une énorme recherche pour retrouver ce fameux Meuwer, donc auprès notamment de Beaumont Newhall, enfin de grandes personnalités, on va dire, du monde de la photo aux États-Unis, en France, en Allemagne. Il a fini par retrouver la trace donc, de ce Moshe Raviv, quand il l'a retrouvé, à Tel Aviv. Donc ils ont retrouvé Vorobeychik, donc ils sont allés le voir. Donc, ils ont échangé. Donc, ce qui explique aussi que les prêts des villes 2 qui sont dans l'exposition, il y a des tirages notamment de Vilnius qui sont dans l'exposition à Pompidou, sont des tirages qui ont été vendus par Meuwer à l'époque, donc à la fin des années 60 aux villes 2. Et donc cette maquette est restée en possession de ces collectionneurs pendant jusqu'à aujourd'hui. Ils en ont fait donc en 2008 donc une édition. Et donc le MNAM a fait l'acquisition de la maquette auprès de ces collectionneurs il y a 3 ans. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aurais voulu savoir un peu plus, si vous pouvez en dire un peu plus sur les rapports de Meuwer avec le surréalisme, les surréalistes. Et notamment, bon, j'ai vu que Paris, notamment son livre, était illustré par Paul Morand et l'autre par Bacorlan. Donc, quel était un petit peu, comment est-ce qu'il a eu toutes ces relations? Alors ça c'est des rapprochements que moi j'ai faits pour montrer qu'il y avait cet intérêt pour Paris. Il y a pas, a priori, Meuwer n'était pas proche des surréalistes parisiens du tout. Il ne les mentionne pas du tout. Les seules personnalités où on sait que Meuwer a fréquenté André Malraux, il a fréquenté Fernand Léger parce qu'il allait au cours du soir de l'Académie moderne. Donc ça, oui, ça c'est des références dont il parle souvent, mais il va surtout fréquenter finalement ses anciens amis du Bauhaus ou ses anciens amis de Vilnius. On a très très peu de traces, en tout cas il a vraiment très peu parlé d'éventuels camaraderie ou connaissance avec le monde photographique ou surréaliste, par exemple, de l'époque à Paris. S'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser la parole à Rona Sela, qui va parler en anglais. Je vais la présenter aussi en anglais. Rona Sela is a curator and a visual history researcher in Tel Aviv University, and she's focusing on Jewish, Israeli and Palestinian photography. Rona Sela will talk about le modernisme en transition ou quand l'avant-garde rencontre le colonialisme. Merci beaucoup. Good afternoon. Nice to be here. First of all, I wish to thank the organizer for inviting me to the conference in ALCO, the Jewish Museum and Centre Pompidou, and also for the important exhibition in Centre Pompidou. Tomorrow I will see it. I look forward. And before I will discuss Raviv work, I will give a general introduction, so we understand the atmosphere in which Raviv worked in Palestine. In the 1920s, Jewish institution, Jewish National Fund, Keren Kayemet L'Israel, United Israel Appeal, Keren HaYesod, and the Jewish Agency established photography departments in the information offices. They were called information officers, but actually their main goal was propaganda. They made massive use of the photographic image, in particular with the wave of immigration from Europe and Germany after 1933. Due to the rise of the Nazis, many photographers and cinematographers immigrated to Palestine, bringing with them the new photographic use of photography
such as the new vision and the new trends that were presented in art schools, such as the Bauhaus. The students of the Bauhaus that immigrated to Palestine were Moiver, Moshe Raviv Robetchik, Hans, sorry, just the order is not correct. This is Erich Kommeriner. And then we have Hans Chaim Pin. And then we have Walter Kristaller. They were all graduates of the Bauhaus. The photography departments developed in the information offices of this institution were established for promoting the Zionist cause. The arrival of photographers from Europe, precisely at a time when the national funds began to realize the propaganda potential inherent in the photographic medium, acted as a trigger for the massive activity in this field. The national institution used various strategies that support the Zionist ideology at the settlement in Palestine. All of them were adapted on one side from the European trend, such as the Soviet social realism, as well as from visual Western colonialism. I will describe them in short. The first strategy, that the land is empty and thus open to the Zionist establishment. They emphasized the moral and historical rights of the Jewish people over the land and showed as if only small indigenous community lived in Palestine, a backward Palestinian community. According to this perception, it is necessary to pass the modernization processes. They emphasized the redemption of the so to speak, empty land. Sorry, I need this one. Okay. Of the empty land, the conquering of the wilderness, and fertilizing of the land. A farmer with a gun, okay, plowing the land. The Hebrew letters of the purity, the letter of the Zohar, the book of Kabbalah. According to the Zionist terminology, the conquest of the wilderness, in quotation mark, of course, is achieved by Jewish pioneer. Wait, I'm just, it's okay, yeah. Okay. The new Jew, as well as the new female Jew. They constructed a prototype of the Jewish pioneer, the heroic, strong new settlers. They constructed a prototype of the Jewish pioneer, the heroic, strong settler, who by labor of his hands asked to build a new society. They built a heroic stereotype of the new Jew in Palestine. And I will show, in the next following slides, I will show both Raviv works and other photographer works to show how the propaganda department machine worked, okay? First of all, the new Jew was a proud, larger-than-life, first king with European features and often engaged in work, okay? The image of Raviv on the left as a symbol to the individual who fulfills the Zionist ideas in his body. This image was an antidote to the image of the diaspora Jew, who was subject to persecutions and humiliation. Photography as a mass medium fulfilled an important role in this knowledge production. And all the lecture I'm talking about knowledge production, how the institution constructed knowledge and were interested in constructing consciousness, okay? It created images and worldviews as part of the Zionist colonial ethos and was shown in posters, films, lecture, information brochure,
exhibitions, the press, advertising, stamps, greeting cards, book, and in every other visual medium that suited the information needs. In addition to the image of the proud soldier who protected himself, portraits of marching, additional motifs were anchors for Zionist photography of the period. Holidays, celebrations, and events of an optimistic nature which relayed happiness and promoted an idyllic worldview. In many instances, they used the motifs such as the circle as a symbol of wholeness, of the Zionist collective, of the unified collective, and white clothing as a symbol of purity, freshness, optimism. It was in contrast to the life in exile. Wait, I think, okay. They constructed the positive aspect of Zionism enterprise. And here we see this is a Zoltan Kluger image, a new settlement in the Tavo, happy and full of hope, they begin the life of fulfillment. Okay. Photographs of hardship, suffering, and despair were missing from the Zionist lexicon, showing only misery in Europe. And here we have image that Raviv designed with text by Bellinson, and the image itself by Raviv. And we see behind us slavery and degeneration, either sovereignty and independence. This is the battle. Okay, next. Happy workers at work. So at each slide we see Raviv and other photographers, okay? Happy workers at work or on the way to work, as a symbol for the new Jew who supports himself by productive and beneficial work, and who identifies with the Zionist ideal, usually stage images. It was in contrast to the diaspora Jew that worked in Luftgeschäften. Okay. In addition, many photographs show people carrying products from the land as a symbol of the success in realizing the Zionist ideal and its pioneering concept. Next. Establishing new settlements. Okay. Establishing new settlements, cultivating the land, developing the country, and establishing industry through the use of progressive and modern methods. These images were presented in contrast to image as if it were of backward methods that were used by the local Palestinian indigenous. And here we have again the image of female chalutzot, female workers, Zionist female workers. Okay, watchtowers, okay, as symbols of the new settlements that were established and the development of the country and the symbol of self-defense. Then we have sportsmen, athletic activities that emphasize the well-built muscular body and symbolize the strengths of the new Jew, Nardau's muscular Judaism. It differs from the image of the weak and dependent diaspora Jew. And then we have touring the land, by this showing the people love and connection to the land. And of course, images
On the left, we have Komeri near Ben Gurion. On the right, Berel Katzaneerson, but by Raviv. Looking for fresh and unconventional forms to invent the new model of the reality. Okay. Looking for fresh and unconventional forms to invent new models of reality, they employed various means to construct the Jewish lexicon. This vocabulary was adapted from the European trends, such as cropping of the object, unusual angles, very high or low, fragmentation of the image, and constructing bold formal contexts. Like the Soviet Jews who, following the revolution, symbolized a new society, the new Jew, the pioneer, was the son of revolution, reflecting a fresh, groundbreaking Zionist spirit, opening a new page in the life of the Jews. The institution under discussion that also collaborated with each other developed patterns and norms that allowed them to dominate the field of photography. They structured strict laws and rules in which helped them to create a uniform visual language, a photographic terminology subordinated to the Zionist ideology. In the book that I published in 2000, which called entitled Photography in Palestine, I showed how the deliberate mechanism of Zionist propaganda worked, like that of the FSA. And I will not speak now about the connection, or will not discuss the FSA photography and the Zionist institution photography, but later on we'll discuss it, but I couldn't ignore, these two images that are so resemble, okay? Okay. The FSA, just very in general terms, if people who doesn't know the FSA, it was the Farm Security Administration in America when photography was charged with the ideology, and they document the Depression era in America. Okay. A sphere of independent creation existed only on the margins. The photography department at the propaganda offices instructed the photographer what and how to photograph. Those who did not follow their policy were not hired. They invited photographers to the archive to show them exactly what images they should produce, and they purchased negatives from the photographer and expropriated their copyrights to control the production of the narrative. And I speak again about how knowledge was created, okay? The second method, conceiving the great photographer of the time, the Jewish master of photography in Europe, to immigrate to Palestine so that the propaganda will be produced in the best possible way. They travel to Europe to meet them. They guarantee the photographers employment, help them financially, assisted their families members, and more. They were determined to hunt, in quotation marks, talented photographers associated with the cultural milieu of the period, those who were at the peak of their career. So, Leo, I just will show all the photographers that they contacted, and I will speak a little bit about it. Leo Herman, the General Secretary of the United Israel Appeal, traveled to convince Zoltan Kluger, a well-known photojournalist, to join the photography department in Palestine. And Nathan Bistritsky from JNF also traveled to offer him a job while he traveled to the 18th Zionist Congress in Prague in August 1933. He was going to bring a photographer or stature to work with the National Institution.
And here we see the letters that he sent to other people describing how he handled Kluger. He tried to find a photographer for a long time because Palestine was looking for a first-class reporter photographer. To entice him to come, Herman and Bistritsky told him what bright opportunities he will have in Palestine while promising the support of our institution. Okay, this is a letter to Moshe Chertok, at the time the head of the political department of the Jewish Agency. They not only promised Kluger a job, but also bought him a car and got him and his family a permanent residence permit. Finally, Kluger immigrated in 1933. Another example was Lersky that we saw before. Lersky had a backup letter from Albert Einstein, who wrote him a recommendation letter, okay, so he can exhibit at the Tel Aviv Museum of Art and photograph the Jewish Ed series that this series was shown here a few years ago, I think in 2018 at the Jewish Museum, okay? It was a big show, a fantastic show of Elmer Lersky, okay? And the last example, of course, we have our friend Berel Katzenelson, who was the patron of Moshe Vorobeichik. He met him at the Zionist Congress in Zurich in 1929, where Vorobeichik showed the Vilna series, and then Katzenelson offered him to come and to be a graphic editor of Davar. Davar was the daily newspaper of the Histadrut from 1925, which united the Jewish worker in Palestine. Let's remember that at the time the Nazis came to power, Europe entered into a dark period, and the offer they received from the talented hunters fell on fertile ground. And for the photographer, it was a lifeline, an opportunity to escape the horror of Europe and practice the professional in the new land. And the photographers delivered the goods. Kluger became the main photographer and the most influential photographer of Zionist photography, and had a kind of monopoly in the field. For instance, in 1937, he participated at Gallery Billet Worms, photographs from Palestine with Gal Ezer and with the well-known photographer Philip Halsman, an exhibition that accompanied the Palestine Pavilion at the International Exhibition in Paris. Lersky founded the Histadrut Film Workshop and directed Zionist films such as Adama that we saw before, and also participated in the propaganda exhibition Fight and Work that I mentioned above. Okay? And Moiver, Moshe Raviv, worked with the newspaper Davar as well as with other Zionist bodies and as designers and photographers. Okay, Moshe Raviv. He settled in Palestine in 1934 at the peak of his career, and he is 30 years old, already a prominent artist with name and recognition, as you have already saw today in all the lecture and also in the exhibition. He worked in the first half of the 20th century within vibrant climate of modernism. Okay? In Palestine, I'm not talking about Vilna and Paris because we heard about it today, but I'm focusing on Palestine. In Palestine, he met a very different reality from that of Vilna, Dessau, or Paris. He was familiar with the reality as he visited Palestine twice before his immigration. The last time, 2 years before he immigrated, when he photographed on behalf of the Photo Globe Agency, the Maccabiah, the Jewish Olympic in Tel Aviv,
works that were also shown in the exhibition Palestine Yesterday and Today at Gallery d'Art Contemporain. In the lecture, I will examine what happened to prominent modernist photographers like Vorobeichik, like Lersky, like Omer-Riner, when they faced the reality of Palestine. I call it modernism in transition. In a letter, in a letter of Maya, Raviv's daughter, to the chief curator of the Tel Aviv Museum of Art in April 15, 1988, when Raviv was already 85 years old, and probably with her father's approval, she stated that her father's work is an extraordinary combination of rooted Jewish culture, religion, tradition, and Kabbalah, Russian, Polish, German, France, and above all, a student of the Bauhaus in Dessau. The second aspect of his work is the Jewish thought, but its formal expression is mainly the Bauhaus. This fact in itself, she said, is distinctly Bauhaus. So what happened to Vorobeichik when he gets there and changes his name to Raviv? I will discuss only few things. We can sit here for hours and speak about Raviv in Paris, in Palestine, everywhere, but I will just make few comments. Okay. The first one, what happened to him in Palestine? According to Yossi Raviv, he continues to photograph extensively until 1953, 1954. And in Maya Raviv letters that I just quoted, she showed that his work includes, besides photography, painting, plaques, graphic, furnitures, and copper engraving. However, in the context of photography, as in Europe, Raviv continues the enterprise of publishing a book. This remains his main field. He published dozens of books. However, he also was involved in direct photography. Wait, okay, these are books. He was also involved in direct photography. For instance, he worked for the Haganah. The Haganah was a pre-state Jewish military organization, and he started to work with them in 1941. I researched the propaganda office's archives, and one can also find there few images by Raviv, meaning that he worked for them on a small scale. Maybe he refused to give them the negatives as they required, and as other photographers refused to do. But he worked extensively with photography and used them in books, in posters, and exhibition, in designs. For instance, the exhibition that we saw, the first slide was Redemption of the Land, 1953, he designed it. There we can find a large scope of his work, okay? So I can say that he worked with photography mainly in areas that were connected to design. So when Berel Katzenelson, okay, initially brought him to Palestine to work as a designer, in a way, he whizzed Raviv artistic path, okay? Okay. The second character, showing already above, enlisted photography. The books he designed, as well as his poster, includes his photographs. We see here Chevraya. Okay, it includes his photographs, photo montages, and the use of the Sikontre language, okay? However, his unique visual vocabulary was used in many cases as illustration to propaganda texts, okay? The themes are Jewish or Zionist the themes are of Jewish or Zionist nature, the same the text that accompanied them. If Chevraya that we see here,
was published a year after he immigrated to Palestine in 1935, and this is why it is so interesting to analyze it. It is, and I quote, okay, wait. It is, and I quote, a book depicting the life of working children and youth, okay? From these pages, rise the voice of human beings who break their bondage to embrace the sun, the wide expanse, the future. So the same avant-garde methods that he has developed in Europe are employed here. The figures were photographed in a heroic stance for propaganda purposes to represent the new life of the proud new Jew in the land. Okay, here. This picture album depicts the life of the working child and youth. So, on one hand, we can find beautiful photo montages. For instance, this image that depicts the building of Tel Aviv. On the other hand, we find Raviv itself offered the institution to work with them. He tried to sell them images. And here we have a letter to Mr. Gal-Ezer from the Keren Kayemet, okay? Dear Mr. Gal-Ezer, having recently visited in Kvutzat Hulda, I enclosed herewith a few photographs from there. Perhaps they suit you or the Keren Kayemet collection? Okay. So he worked with the institution in a consciousness manner. He subordinated his individual expression to the Zionist need. In stating this, I pass no judgment over his way of working. Rather, my intention is to show that his enlisted work sprang from a deep sense of awareness and commitment. Raviv was aware of the thematic aspect of his work and gave weight to meaning and the use of photography as a vehicle of creating a worldview. In a letter to the photography curator, Micha Baram, a letter that he wrote from Safed on January 15, 1993, he wrote about Paris, but from this we can understand the weight that he gave to photographs' meaning. And now, sorry, what I did. Okay, I switched it, never mind. Okay, I read. I introduce you to a series of photographs and montages. Some of them were made in Paris, some on various trips to Europe. This was in the early 1930s, close to my leaving of the Bauhaus. And of course, all this work bears the seal of the school, which in the meantime became a legend. In Paris, I received 2 books from Photo Oege, which were published in Munich, edited by Dr. Franz Roh. One includes works by Lisitsky, the other by Moholy-Nagy of the Bauhaus. I offered this series of photographs to the editor. As a third book in the series, Dr. Franz Roh accepted my proposal, but in the meantime, everything has collapsed with the rise of the Nazis to power. This work of mine was found in his estate, we are talking about Franz Roh, and in a miracle way reached me in 1972. And here I come to my main point, and then he said, as you can see, they are based on graphic, but they are all tell about worldviews. This describes exactly that Raviv understood the power of photography in creating meaning, in creating essential messages, okay? Back to Palestine. In another letter to Micha Baram from June 1984,
addresses also to Mark Shapes, who at the time was the director of the museum. He described, what he offers to include in his future exhibition show. He applied them and he asked for an exhibition. The exhibition at the end of the day did not occur at the Tel Aviv Museum, but I found the correspondence between them, and then he described what he wanted to show in the exhibition. And from his description, we understand what was his main role. Berel Katzenelson, Zalman Shneor, Weizmann, all prominent figures of the Zionist movement, and of course Ben-Gurion, in time was the first Prime Minister of Israel, as I'm sure you know, and many, many others, such as the head of the Haganah in Palmach, Marching in the Judean Desert, Jerusalem and Tzafed, my favorite from 1932, the Emek, probably Jezreel Valley. In this it's becoming he refers, of course, to the beginning of the Jewish settlement in Jezreel Valley. Okay? He emphasizes the power of these images that he published in the World Press, images that were taken in his visit to Palestine, even before his immigration to Palestine. And he continued in this letter. These things were published at a time in the press in Europe and in the USA. I don't need to say anymore. I have rare photographs of Polish and Lithuanian Jewry, of which, due to the Holocaust, only photographs were left. Paris Jewry, German Jewry, the synagogues in Toledo, in Spain from 1930 and on. And here I arrive to the main point. And he says, the people of the valley from 1932, only figures, those who gave their life, and due to this, the Israeli state was established. Okay, these are his words. And he adds, the photographs I brought with me from Palestine at the time were appreciated and very well received in Paris. The exhibition was at the Modern Gallery Boulevard Raspail, thank you. He also notes, and on the other hand, figures from Spain or Portugal, heads only. They are maybe better than those of Lersky, okay? So we hear about Lersky again and again, since they were photographed in a way people didn't know that they are photographed, like in Poland, like the Pletzel in Paris. So here he gives a small criticism to Lersky works that he did like stage photography and he worked in a direct manner, okay? Okay. I want to speak how the montages were perceived in Palestine, okay? According to Maya Raviv, who quotes her father, his work is a combination. Listen to this. This is how he described his work. Is a combination of abstract à la Molinage and poetic figurative. This is and she also said, when André Malraux saw the innovative photographic work of Paris, he said to my father, "You must be a painter." My surprised father asked, "Why do you say that?" And Malraux answered, "Because only a painter can photograph like this." However, the propaganda officers, they were not impressed, from this very, very unique process and creativity. And they wished to pay him a regular price as if it was a very simple photograph. And as I published in my book, and I think also Julie quote in the catalog, sorry, I just have to, this I forgot to show, and here, Molinage and André Malraux, and this is the letter, okay. So they say,
Okay. Tel Aviv, Jewish National Fund, Central Bureau. Okay, the photograph mentioned in your letter of 14th of March 1940 is not a regular photograph, but a photographic montage. This is the reply of Moshe Raviv to the institution, okay? A montage which it is not simple to create. I must calculate its price as 1 Israeli shekel. So he's trying to show them or to teach them that this is another scenario. This is not regular. But why they thought the montage is less important than a regular photography? We see how the propaganda officers evaluated the montage also from a text that Leo Herman carried at the opening of the exhibition Fight and Work, where the work of Lersky and Kluger was shown. The exhibition was shown at the Tel Aviv Museum of Art. So he wished to praise Lersky's work and see what he says, okay? There is no montage or retouching about these photographs. The pure light of truth and reality, our reality. So he wished to show that he admires more, the pure direct photography rather than montages. Okay. I want to say something small about Raviv's social life in Palestine, because it's important. Not social, but more professional and social life. In 1939, a group of photographers established the Association of Professional Photographers. I wrote about them extensively in the books that I published in 2000. It was an active, vibrant, struggling, rebellious, and enterprising organization, and they fight against the very hard condition that the National Fund offered them. Raviv did not participate in this organization. Thank you, Julie, for your question. I went to the storage, I brought back my files, and I found it was not there, okay? It did not take part in their exhibition and workshops, okay? But it was at the heart of the Zionist establishment community of intellectuals and artists. His milieu was, Berel Katzenelson, Zalman Shneor, Ben Gurion, all these people, he wanted to relate it to this group, not to the photographers in Palestine. And we still have to find out, this aspect, but it's clearly that he was not interested in being part of the photographers' milieu, maybe because he saw himself as, sorry, I'm with you, back to you, maybe because he saw himself as an artist, as a painter, I'm not sure. Maybe this is the reason, okay? But this is something we have to take into consideration. Okay, and a small comparison between Komeriner and Moshe Raviv. Okay, one of the central issues of my research deals with the awareness of the photographers for being enlisted to the Zionist goal. I show in various researchers what happened to all these talented photographers and cinematographers who arrived to Palestine, like Raviv, Lersky, and Komeriner, okay? Erich Komeriner, Naftali Avnon, Erel Tim Gidal, to mention only a few. They adjusted their work to the ruling ideology, crystallizing a Zionist terminology. Each photographer immigrated with a developed individual style, and most of them subordinated their individual expression to the national needs. Like a Komeriner that we see here, we see various images by both Raviv and Komeriner. Like Komeriner and other photographers, Raviv worked in the first half of the 20th century within the vibrating climate of modernism.
He moved between Vilna, Dessau, and Paris, and finally landed in Palestine. In each place, he elaborated the photographic syntax of montage and incontre that he developed. I observed how modernism was embodied into local patterns of power and control relations, and how the language of the Zionist was covered with the feature of the new world for which modernity served as a hostel. The lecture shows how the visual field was only one brick within a larger, powerful structure of Zionist propaganda. Thank you very much. Thank you very much. The last image, also a comparison, because you showed something like this between Komer-Iner and Raviv. Thank you. Thank you. Thank you very much for this really stimulating conference. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, on ne peut pas. Une question. רוצים שתראי את המכתב של מלרו. אוקיי. יש זמן רק לשאלה אחת. Wait, not this one. Yes, this one. It's quotation from a letter that Maya Raviv wrote to the curator of photography at the Tel Aviv Museum of Art. And it's what her father told her, and she's trying to convince the museum, and she used the story about Malraux, and she put it in the letter. As I understood, he was also a painter, but we have seen only one picture of him, I guess. In the exhibition. Why? You stressed only on the photographer and not the painter. You mean in the exhibition or in the... Here. I haven't seen the exhibition yet. We need 2 days. No, I think the minimum. No, the painting production is something again completely different. I think, and yeah, so we could have. That's true. I just must emphasize regarding the paintings that one of the reasons the Tel Aviv Museum of Art didn't make an exhibition for Raviv was because they refused to show the paintings. They were interested only in photography. And this is why the exhibition was cancelled. It did not take place, okay? It is cancelled? It is a small story. It is cancelled? No, at the 1980s. 1980s, sorry, not now. 1980s. Thank you very much. Merci beaucoup au public d'être venu et d'être resté là pendant toute cette journée si intéressante et si chargée. Et on vous souhaite une bonne soirée et allez voir, prenez le temps de voir cette si belle exposition. À bientôt.